Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau. Qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Dans ce nouvel épisode du Design sur écoute, je vais encore une fois vous parler d'un objet qu'on connaît tous. Si vous avez la chance d'avoir un petit bout de jardin ou même 3-4 plantes dans votre appartement, vous en avez sûrement un chez vous. En tout cas, a priori, c'est sûr, normalement, vous avez déjà utilisé cet objet une fois dans votre vie. Et si ça remonte à un bail, eh bien, c'est peut-être l'occasion de s'y remettre parce que ça fait partie des activités préférées des Français. Je parle du jardinage. Et oui, aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de l'arrosoir. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas vraiment du jardinage, c'est plus un entretien, une tâche qu'on se rajoute à notre to-do bien chargée déjà quotidienne. Bon, vous appelez cette occupation comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est un moment assez cool et agréable. En tout cas, vos plantes, à coup sûr, seront ravies que vous preniez un petit peu de temps pour elles. Et d'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai appris en faisant mes recherches sur cet épisode, c'est que l'arrosage, c'est un truc qui est pas à prendre à la légère. C'est hyper important, il y a pas mal d'idées reçues. Notamment un truc que j'ai appris cet été chez un maraîcher et que je partage ici avec vous, pour celles et ceux qui se lancent dans des activités de potager, c'est que les plantes n'ont pas besoin potentiellement d'eau tous les jours. Après, bon, ça dépend de la nature de la terre, de ce que vous voulez y faire pousser, à quel stade elles en sont, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que plus on habitue une plante à recevoir régulièrement de l'eau via la surface, moins elle développera ses racines, parce qu'en fait, elle aura pas besoin d'aller chercher de l'eau en profondeur. Alors qu'en arrosant plus abondamment, mais moins souvent, on favorise justement ses racines à se développer, et du coup la plante elle devient un peu plus résistante aux aléas, au vent, etc. J'ai aussi appris que les plantes en fait n'aiment pas être arrosées avec de l'eau trop froide. Le mieux c'est une eau à température. Donc ce que font les meilleurs jardiniers, c'est qu'ils remplissent systématiquement leur arroseur à la fin de l'arrosage et qu'ils laissent l'eau reposer au moins une nuit ou plus. Bon, comme ce podcast n'est pas un podcast de jardinage, je vais arrêter là mes conseils, mais en tout cas, sachez que faut un peu se renseigner en fait pour bien faire les choses. Donc, arroser, même s'il y a des règles, c'est indispensable. Et comment en fait amener l'eau de votre robinet jusqu'à nos petites plantes et de préférence sans s'en mettre partout et se retrouver trempé, c'est une question qu'on s'est posée il y a très très longtemps, donc ça date pas d'hier, l'histoire de l'arrosoir. À l'origine, c'était juste une peau de chèvre en fait qui permettait, donc très simple, de transporter l'eau d'un point A à un point B. Un peu après, la peau de chèvre a été remplacée par des gourdes en cuir. Et encore plus tard, sa forme évolue jusqu'à ce qu'on arrive à un petit objet complètement révolutionnaire qu'on a appelé un chante-pleurs. Oui, donc c'est chante-pleurs en un seul mot. C'est en fait le nom qu'on a donné au premier arrosoir en terre cuite qui est apparu au Moyen-Âge. Alors je pense que vous devez avoir la même tête que moi au moment où on m'a parlé de cet objet mystérieux. Je vous explique. Ce nom en fait vient tout simplement du son que fait cet objet quand on l'utilise. En gros, on dit que l'arrosoir chante parce que pour l'utiliser, en fait, cet arrosoir, on le plonge entièrement dans l'eau, on l'immerge pour qu'il se remplisse d'eau. Et on dit qu'ensuite, il pleure quand l'eau est capturée dans le réservoir en terre cuite et qu'elle s'échappe par les petits trous, en fait, pour arroser. Bon, ils auraient pu trouver un nom un peu plus original, mais on va pas leur en vouloir parce que à l'époque, c'est vraiment une petite révolution, cet objet qui est du coup en terre et qui va permettre de transporter les liquides. Cette petite révolution, elle fonctionne grâce à un système assez ingénieux de ventouse. Donc en gros, cet arrosoir ressemble à une petite cruche, un peu comme une poire en fait. Le fond de ce récipient est percé de petits trous et en haut, il y a un trou un peu comme le diamètre d'un bouchon de bouteille de vin, vous voyez. Et l'idée de la ventouse est là, c'est qu'en fait, on va venir boucher avec notre pouce cette cruche une fois qu'elle aura été remplie d'eau. Et en bouchant, du coup, il y a un appel d'air qui se crée, l'eau elle est capturée à l'intérieur et elle ne s'écoule pas. Donc en fait, après, on va pouvoir manipuler cette cruche, la positionner au-dessus des plantes et une fois qu'on est dans la bonne position, pouf, par magie, on enlève le pouce et l'eau s'écoule à travers les petits trous et ça fait comme une petite pluie fine. Donc sur le principe ça fonctionne hyper bien, mais ça reste clairement un arrosoir hyper lourd parce qu'en fait il y avait pas de anse, donc fallait vraiment tenir le récipient de l'autre main. Enfin bref, vous imaginez le truc, c'était un peu le bordel. Et puis on était un peu sûr de se tremper une fois sur deux, donc fallait un peu revoir le truc. Et c'est bien plus tard que l'arrosoir en métal va faire son apparition. Les premiers sont en cuivre et comme on peut facilement l'imaginer, ils étaient du coup beaucoup plus résistants que le chante-pleurs en terre cuite.
Le cuivre, on a déjà parlé dans un épisode du Design sur écoute, notamment sur la poêle. Je vous mettrai les liens dans les notes. C'est l'épisode 95. Et cette première version d'arrosoir en métal avait de nouveau un récipient qui était tout rond. Ce qui était pareil, encore de nouveau un peu compliqué à manipuler. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que l'arrosoir prenne l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un designer britannique appelé House qui va être en fait à l'origine de pas mal d'évolutions de l'arrosoir et notamment en termes de forme. Donc ce monsieur, il va être le premier à lui ajouter des poignées. Et là, pareil, révolution dans les usages. Il en met même 2 de poignées. Une première qu'on va appeler la poignée de transport, qui a plutôt la forme d'une anse arrondie, et une seconde qui, elle, a plus une fonction pour faciliter en fait le versement de l'eau. Pour pas qu'on en foute partout en fait et qu'on arrive davantage à aviser les plantes sans qu'il y ait trop d'accidents. Et la poignée de basculement, elle est en fait pas vraiment comme une poignée, c'est plutôt un tube. Donc c'est vraiment un truc qui est tout droit. Et le bec, quant à lui, il est hyper long. Souvent, au bout, il y a d'ailleurs une fameuse pomme, vous savez, qui permet de limiter le débit, de former comme une petite pluie fine sur les plantes. Et d'ailleurs, pour obtenir un arrosage avec une pluie encore plus fine, il faut du coup retourner cette pomme en plaçant en fait les trous vers le haut, donc face au ciel. Comme ça, vous verrez, ça fera vraiment comme une fontaine très fine. Aujourd'hui, sur les arrosoirs les plus populaires, les anses de transport sont plus grandes et ça apporte un peu plus de confort et de stabilité, notamment pendant les quelques pas où on transporte l'arrosoir rempli d'eau. Côté matériaux, il y en a maintenant pour tous les goûts. Moi, je préfère ceux en métal. Je trouve qu'ils ont franchement plus de gueule. En plus, on peut les utiliser aussi comme objet de décoration. Je pense que ça vous est sûrement déjà arrivé d'aller chiner de vieux arrosoirs et d'y mettre des fleurs, des magazines, des petits objets, des petits outils pour le jardin. Et au-delà du côté esthétique, le métal, qu'il s'agisse du zinc, du cuivre ou encore de l'acier galvanisé, ils portent tous des oligo-éléments qui ont un effet un peu assainissant sur l'eau. Et l'oxyde de zinc, par exemple, il y a vraiment des propriétés fongicides et antiseptiques. Donc c'est des petits détails, mais franchement qui comptent pour toutes celles et ceux qui veulent tout le meilleur pour leurs petites plantes. Bon, et tant qu'on est ensemble, je voulais vous faire part d'une découverte géniale que j'ai faite et qui pourrait peut-être changer la vie de vos plantes. C'est les zoyas. Alors, vous connaissez sûrement déjà, moi, j'ai fait la redécouverte en septembre dernier grâce à une exposition que j'avais visitée à Tours à l'occasion de France Design Week. C'était un jeune designer, Alexandre Estève, qui avait présenté toute une série d'objets sur l'eau, comment la préserver, etc. Et parmi eux, il y avait les zoyas et j'ai compris qu'en fait, c'était un truc qui était vieux comme le monde. C'est une technique d'irrigation par jarre, en fait, qu'on utilise depuis des millénaires. Ça vient de l'espagnol qui veut dire pot. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ce sont des petits récipients en terre cuite. Donc, il y a différentes formes, au moins 15 cm de long. Et puis ensuite, c'est soit cylindrique, soit un peu comme des petites cruches. Ce sont des récipients qui sont faits en argile cuite à basse température, qu'on va enterrer en fait à proximité des racines. En gros, c'est recommandé de le mettre à peu près à 50 cm. Ensuite, on les remplit d'eau jusqu'au col, qui dépasse en fait à la surface de la terre. Et comme les parois en fait sont micro-poreuses, les racines des plantes vont venir s'y coller pour absorber l'eau. Donc en fait, avec les zoyas, c'est vraiment les racines qui vont aller chercher l'eau en fait. C'est pas une eau qu'on va mettre directement sur la terre. Et ça a beaucoup d'avantages. Ça permet aussi d'éviter de mouiller les feuillages. Là encore, ça dépend des plantes, mais souvent les feuilles humides, c'est à éviter, surtout l'été. Et surtout, ça évite aussi aux champignons de se développer parce que avec le combo humidité-chaleur, en général, il y a pas mal de petites maladies de champignons qui arrivent sur les plantes comme ça. Donc vous pouvez trouver des zoyas de toutes les tailles, adaptés à toutes les situations. Pour toutes les petites jardinières, il y en a des un peu plus grandes, etc. Moi, j'en ai acheté des toutes simples par 6, je crois, et ça m'a coûté moins de 20 €. En plus, c'est pas un truc qu'on va jeter dans 6 mois, donc je trouve que c'est plutôt cool comme investissement. Et puis, encore une bonne nouvelle, décidément, on s'arrête plus. Il suffit de remplir une fois par semaine environ les zoyas. Donc, vous pouvez partir tranquillement, sans avoir à retrouver vos jolies fleurs à l'agonie. Vous connaissez pas mal de secrets maintenant pour avoir la main verte. J'espère que, comme moi, ça vous aura donné envie d'enfiler vos gants de jardinage et d'aller fleurir nos fenêtres, balcons et jardins. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.oueslebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.